Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur l'analyse d'Antigone. Dans cette vidéo, nous allons analyser la scène numéro 1 qui est le prologue. Dans une première étape, je vais lire le texte, ensuite je passerai à l'explication et à l'analyse. Un décor neutre, trois portes semblables, au lever du rideau tous les personnages sont en scène. Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Le prologue se détache et s'avance. Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée, que personne ne prenait au sérieux dans la famille, et se dresser seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme, de nous tous qui sommes là bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimant, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Tout le portait vers Ismène, son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi, car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Et puis un soir de bal où il n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir où Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe, il a été trouvé Antigone qui rêvait dans un coin, comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, et il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. Antigone a levé sans étonnement ses yeux graves sans lui, et elle lui a dit oui, avec un petit sourire triste. L'orchestre attaquait une nouvelle danse, Ismène riait aux éclats là-bas au milieu des autres garçons, et voilà, maintenant, lui, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre, et que ce titre pracier lui donnait seulement le droit de mourir. Cet homme robuste aux cheveux blancs, qui médite là près de son page s'écriant, c'est le roi. Il a des rides, il est fatigué, il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant, du temps d'Œdipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, les langues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais Œdipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches et il a pris leur place. Quelquefois, le soir, il est fatigué et il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes, si cela n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres plus frustes. Et puis au matin, des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre, et il se lève tranquille, comme un ouvrier au seuil de sa journée. La vieille dame qui tricote à côté de la nourrice, qui a élevé les deux petites, c'est Eurydice, la femme de Créon. Elle tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Elle est bonne, digne, aimante, et ne lui est d'aucun secours. Créon est seul, seul avec son petit page qui est trop petit et qui ne peut rien non plus pour lui. Ce garçon pâle, là-bas, au fond, qui rêve adossé au mur, solitaire, c'est le messager. C'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimant tout à l'heure. C'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder, ni de se mêler aux autres, il sait déjà. Enfin, les trois hommes rougeaux qui jouent aux cartes, leur chapeau sur la nuque, ce sont les gardes. Ce ne sont pas de mauvais bougres, ils ont des femmes, des enfants et des petits ennuis comme tout le monde. Mais ils vous empoigneront les accusés le plus tranquillement du monde tout à l'heure. Ils sentent l'ail, le cuir et le vin rouge, et ils sont dépourvus de toute imagination. Ce sont les auxiliaires, toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes de la justice. Pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef de Thèbes du moment daté leur ordonne de l'arrêter à son tour, ce sont les auxiliaires de la justice de Créon. Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elle commence au moment où les deux fils d'Œdipe, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes un an chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués sous les murs de la ville. Éthéocle est né, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère. Sept grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les 7 portes de Thèbes. Maintenant la ville est sauvée, les 2 frères ennemis sont morts, et Créon le roi a ordonné qu'à Éthéocle le bon frère il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture, la proie des courbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres
sera impitoyablement puni de mort. Je vais expliquer maintenant. Un décor neutre, 3 portes semblables, au lever du rideau, tous les personnages sont en scène, ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Le prologue se détache et s'avance. Hein? Ce premier paragraphe, ou ce paragraphe est écrit en italique, comme vous avez dû le remarquer. Qu'est-ce qu'on veut dire par italique? Hein? Ça veut dire que l'écriture est penchée. Regardez, si je la remets à l'endroit, vous allez voir la différence entre les deux écritures. Donc, ce paragraphe qui est écrit en italique s'appelle didascalie. Dans le langage du théâtre, une didascalie, les didascalies, ce sont des indications scéniques. Hein, ça veut dire qu'elles donnent des informations sur le décor, sur les personnages, etc. Donc, le décor ici, il est neutre. On a 3 portes semblables. Et les personnages sont en train de bavarder, de tricoter, de jouer aux cartes. Nous avons dans ce premier paragraphe une figure de style qui est l'énumération. Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Donc, qu'est-ce que l'énumération? L'énumération, c'est le fait de rassembler une suite de mots ou de propositions qui sont de même nature et qui ont la même fonction. Donc ici, on rassemble des verbes, bavarder, tricoter, jouer aux cartes ou des actions, les actions des personnages. Dans ce premier paragraphe aussi, nous avons un champ lexical dominant ou prédominant qui est le champ lexical du théâtre. Et donc, les mots qui se rapportent à ce champ lexical sont décor, je vais souligner, rideau, personnage, la scène, et le dernier mot est le prologue. Voilà, donc voilà, c'est un présentatif qui va ouvrir la pièce. Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Donc, d'emblée, ou dès la première phrase, hein, le prologue nous montre le rôle qu'il va jouer dans la pièce. Hein. Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Ça veut dire qu'il va présenter les personnages. Alors, les personnages dans le prologue vont apparaître selon leur importance dans la pièce, comme on va le voir. Et le premier personnage présenté, c'est Antigone, qui est le personnage clé de la pièce et qui est le personnage le plus important de la pièce. Donc, Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle, elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure. Donc, nous avons ici dans cette phrase, elle pense, hein, nous avons la répétition de elle pense, c'est une répétition. Donc, elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir, c'est-à-dire sortir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille. Donc ici, nous avons le portrait physique d'Antigone. Antigone est maigre, hein, c'est une jeune fille qui est maigre et noiraude. Ça veut dire quoi noiraude? Noiraude, c'est un terme péjoratif, disgracieux si vous voulez, hein, dévalorisant, hein, qui renvoie une personne qui a les cheveux noirs et le teint brun. Ou noir, si vous voulez, le teint un peu foncé. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons ici le portrait physique d'Antigone. Donc, et renfermée. Renfermée est un adjectif qui veut dire repliée sur elle-même, fermée, réservée, secrète, silencieuse. Hein? C'est le contraire d'une personne qui est ouverte, extravertie, sociable. Donc, renfermée, c'est le portrait moral d'Antigone. Alors,
et renfermé que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dressait seul en face du monde, seul en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Donc, nous avons encore une fois la répétition de seul, seul, hein, donc deux fois. Donc, c'est une répétition. Alors, Antigone va se dresser toute seule en face du monde et toute seule en face de Créon, son oncle qui est le roi. Hein, donc, le portrait moral qui ressort de cette phrase d'Antigone, c'est le courage. Antigone est une personne qui est courageuse, qui est téméraire, qui est audacieuse, puisqu'elle n'a pas peur de défier le roi, de se lancer dans un acte qui est très risqué, qui est dangereux, qui est périlleux pour sa vie, hein, qui est le défi du roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Alors, dans cette phrase, nous avons une figure de style qui est l'antithèse. Qu'est-ce que l'antithèse? L'antithèse, c'est le rapprochement ou à quoi consiste l'antithèse ou en quoi est-ce qu'elle consiste? Elle consiste à rapprocher deux mots ou deux idées opposées de façon à mettre en valeur un contraste. Alors, quels sont les deux mots ou les deux propositions opposées qui sont rapprochées dans cette phrase ou qui sont présentes dans cette phrase? Donc, nous avons, elle pense qu'elle va mourir et elle aurait bien aimé vivre. D'accord? Donc, ces deux propositions sont complètement opposées. Et c'est pour ça qu'on a dit que c'est une antithèse. Donc, Antigone pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Ah, ça veut dire qu'Antigone est une personne qui aime la vie. Est-ce qu'elle veut mourir? Pas du tout, au contraire. Elle veut vivre. Mais est-ce qu'elle a le choix? Pas du tout, encore une fois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à faire. Ça veut dire quoi, il n'y a rien à faire? Ça veut dire que Antigone ne peut pas fuir son destin. Elle ne peut rien faire pour se sauver. Cette phrase nous présente Antigone comme un personnage qui est destiné à un destin tragique, qui est la mort. Hein? Un personnage sur qui pèse la fatalité. Une fatalité qui s'est abattue auparavant sur son père, Oedipe. Hein? Donc, je vous demande de vous rappeler le mythe d'Oedipe et ce qui est arrivé au père d'Antigone et le père d'Antigone qui a eu une histoire tragique, misérable. Donc, la fatalité s'abat encore une fois sur la famille des Labdacides, hein, qui est la famille d'Antigone. Elle s'abat encore une fois sur Antigone. Alors, la fatalité s'acharne sur elle sans qu'elle ne puisse rien faire, quoi que ce soit, pour y échapper. Voilà, donc nous avons ici le thème de la fatalité. Qu'est-ce que la fatalité? C'est le destin, c'est une force cachée qui est occulte et qui détermine les événements. D'accord? C'est elle qui décide de l'avenir des personnages. On continue. Donc, toujours dans cette partie, puisque Antigone va mourir, le prologue nous présente d'emblée Antigone comme une personne, comme un personnage tragique, un personnage qui est fait pour mourir. Donc, dans cette partie, le prologue fait quoi? Il annonce le temps ou la tonalité ou le registre littéraire de la pièce. Hein? Il indique qu'il s'agit d'une tragédie. Donc, Antigone, c'est une tragédie, comme nous l'avons vu dans le genre. Et le registre littéraire d'Antigone, c'est le registre tragique. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse. Donc depuis que le rideau s'est levé, Antigone sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse. Une vitesse vertigineuse, alors le sens propre du mot vertigineux, c'est une vitesse, c'est une vitesse qui donne le vertige,
qui donne le tournis, comme on dit dans le langage familier, qui fait qu'on voit ou qu'Antigone voit tout tourner autour d'elle. Hein? C'est le sens propre du mot vertigineux ou de l'adjectif vertigineuse. Vertigineuse. Donc ici, une vitesse vertigineuse, c'est une hyperbole. Alors, et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène. Et on passe au second personnage qui est Ismène. Donc, quel est le rapport entre Ismène et Antigone? Ismène est la sœur d'Antigone. Donc, de sa sœur Ismène, qui bavarde et rit, alors, d'emblée, nous avons un personnage féminin qui est différent du premier. Donc, nous avons vu que le premier personnage féminin qui est Antigone est un personnage qui est renfermé. Hein, c'est un personnage qui est solitaire. C'est un personnage qui est reclus, qui préfère, qui n'est pas communicatif, qui n'est pas sociable. Donc, Ismène ici, elle est en train de bavarder et de rire. Donc, ça veut dire que Ismène est une personne qui n'a rien à voir d'une personne qui est renfermée, d'une personne qui est complexée. D'accord? C'est une personne qui est extravertie, c'est une personne qui est ouverte, qui est tournée vers le monde extérieur, puisqu'elle cherche les échanges avec les autres. Elle est en train de bavarder, elle est en train de rire avec un jeune homme. Donc, elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme, de nous, tous qui semblent bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Donc, le prologue distingue ou fait une distinction entre Antigone qui va mourir et un nous qui ne va pas mourir ce soir. Donc, ce nous, ce pronom personnel nous, englobe qui ou renvoie à qui? Il renvoie au prologue et au public ou au lecteur de l'œuvre. Donc, voilà. Oui, donc il renvoie au prologue et au public de l'œuvre. De nous tous, qui sommes là bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Donc, encore une fois, ici, nous avons le champ lexical de la fatalité. Hein? C'est un champ lexical que nous avons vu tout à l'heure. Alors, quelles sont les phrases qui envoient au champ lexical de la fatalité? C'est la phrase « elle aurait bien aimé vivre hein? ». Elle aurait aimé vivre, mais elle n'a pas le choix. Elle ne peut rien faire pour vivre. Elle ne peut pas vivre. Mais il n'y a rien à faire, c'est-à-dire qu'elle ne peut rien faire pour elle-même. Elle ne peut rien pour rester saine et sauve, pour rester en vie. Elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Donc, si nous, on n'a pas à mourir ce soir, on n'est pas obligé de mourir ce soir, on n'est pas fait pour mourir ce soir. Alors qu'Antigone, si, elle va mourir ce soir, d'où le champ lexical de la fatalité. Et d'un destin implacable, d'un destin intransigeant envers elle ou avec elle. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène. Donc nous avons un personnage, nous avons encore une fois des détails sur le portrait d'Ismène. Donc Ismène, nous avons vu tout à l'heure que c'est une personne, c'est un personnage qui est ouvert, qui est extraverti, qui cherche l'échange avec les autres. Hein? Nous allons voir maintenant que c'est un personnage ou c'est une fille qui est blonde. Ça veut dire quoi blonde? Attention à ne pas confondre avec blanche, hein? Ce qui est une chose que font énormément les élèves. Donc blonde, ça veut dire une personne qui a les cheveux blancs, qui a les cheveux jaunes ou dorés. D'accord? Donc Antigone, Ismène physiquement est blonde, elle est belle. Donc c'est le portrait physique d'Antigone. Et en plus d'être une personne ouverte sur le monde extérieur, c'est une personne qui est heureuse, hein, qui est son portrait moral. Donc dans cette phrase, le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse, hein, nous avons une gradation. Qu'est-ce que la gradation? Hein, la gradation, c'est l'emploi ou la juxtaposition de mots d'intensité croissante
ou décroissante, c'est-à-dire de mots dont l'intensité monte ou descend. Donc ici, l'intensité des mots est croissante. Alors, le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimant. Et donc, nous avons le personnage suivant, qui est Aimant. Aimant, c'est qui? C'est le fils de Créon, et c'est en même temps le fiancé d'Antigone. Alors, comment est Aimant? Ou qu'est-ce qu'on apprend sur Aimant? On apprend que c'est un jeune homme. Il est jeune. On apprend aussi qu'il est le fils de Créon, et on apprend qu'il est le fiancé d'Antigone. Tout le porter vers Ismène, c'est-à-dire tout porter aimant vers Ismène. Ça veut dire quoi tout le porter vers Ismène? C'est-à-dire tout l'associer vers Ismène, tout le rallier, tout le relier à Ismène. Ah, qu'est-ce qu'on veut dire par ce tout? Nous avons les deux points d'explication ici. Son goût de la danse et des jeux, ça veut dire que Ismène, comme aimant, aime la danse et les jeux. Donc Ismène est une personne qui aime la danse, qui aime les jeux. C'est une personne qui aime le bonheur et la réussite. Et c'est une personne qui est sensuelle. Ça veut dire quoi sensuelle? Ou qu'est-ce que la sensualité? La sensualité, c'est le caractère d'une personne qui cherche tout ce qui peut satisfaire les sens, tout ce qui peut procurer du plaisir. C'est une personne qui aime ressentir du plaisir. Encore une fois, dans cette phrase, nous avons une figure de style qui est l'énumération. L'énumération de quoi? L'énumération des penchants d'Ismène, ou des qualités d'Ismène, si on veut. Alors, son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi, ou des caractéristiques d'Ismène, plutôt que qualité, ce sont des caractéristiques. Ce sont des caractéristiques morales, bien sûr. Alors, tout le porter vers Ismène, son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi, car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Donc nous avons vu que tout à l'heure, Antigone est une fille qui est maigre, petite et noiraude. Donc elle est laide. En gros, elle est laide. C'est une personne qui n'est pas belle. Mais, et là, on apprend que Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Nous avons ici une comparaison et nous avons l'adverbe bien, bien ici, qui exprime l'intensité. Alors, ça veut dire quoi? Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Ça veut dire qu'Ismène est beaucoup plus belle qu'Antigone. Nous avons ici une comparaison, et l'outil de comparaison est plus que. Et puis un soir de bal, donc regardez encore une fois la répétition ici, on répète un soir, donc c'est une répétition. Et puis un soir de bal, le bal c'est quoi? C'est une soirée dansante, ou une soirée où on danse. Donc un soir de bal où il, c'est-à-dire Aimant, un soir de bal où Aimant n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir, encore une fois la répétition, un soir où Ismène avait été éblouissante. Ça veut dire quoi éblouissante? Éblouissante, le sens propre d'éblouissante, c'est aveuglante. On dit une lumière éblouissante, c'est-à-dire une lumière aveuglante. Une lumière qui rend aveugle, qui nous empêche de voir. D'accord? Mais ici, éblouissante veut dire qui était extrêmement belle. Donc, Ismène avait été éblouissante. Nous avons ici une hyperbole ou une exagération. Donc, un soir de bal, un soir où Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe, il a été trouvé Antigone qui rêvait dans un coin. Et encore une fois, on a une autre caractéristique morale d'Antigone, c'est que c'est une personne qui est rêveuse. Elle rêvait dans un coin, bien sûr toute seule, solitaire. Qui rêvait dans un coin comme en ce moment. Ici, nous avons une comparaison. L'outil de comparaison est comme. Ses bras entourant ses genoux, et il lui a demandé d'être sa femme. Donc un soir, ou un soir de bal, un soir de fête, où Aimant a dansé toute la soirée avec Ismène, qui était éblouissante, qui était superbe, qui était extrêmement belle dans sa nouvelle robe, qu'a fait Aimant? Il est parti retrouver Antigone
où il a été trouvé Antigone qui était seule dans un coin en train de rêver, et il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. Pourquoi personne n'a jamais compris pourquoi, hein? Personne n'a jamais compris pourquoi Aimant a demandé la main d'Antigone. Pourquoi justement? Parce que tout le monde sait que Ismène est beaucoup plus belle qu'Antigone. Donc s'il y a une personne qu'Aimant aurait dû demander en mariage, c'est Ismène. Antigone a levé sans étonnement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout étonné, ses yeux graves, ses yeux sérieux sur lui, et elle lui a dit oui avec un petit sourire triste. Donc ici nous avons une figure de style qui est l'oxymore. Qu'est-ce que l'oxymore? L'oxymore est une figure d'opposition comme l'antithèse, seulement l'oxymore est différent de l'antithèse, hein, parce que l'oxymore relie, hein, ou associe deux mots qui sont opposés, c'est-à-dire qu'elle met côte à côte, hein, sans séparation, deux mots qui sont opposés et qui sont reliés à la même réalité. Ça veut dire quoi, reliés à la même réalité? C'est-à-dire que c'est le sourire d'Antigone qui était triste. Hein? Quand je dis une nuit blanche, c'est la nuit qui est blanche. D'accord? Pas comme tout à l'heure, quand nous avons vu l'antithèse. Hein? Donc, l'antithèse, regardez, je vais revenir à l'antithèse. Où est-ce qu'on a vu l'antithèse? Alors, regardez ici, hein, l'antithèse que nous avons vue tout à l'heure. Elle va mourir. Hein? Elle aurait bien aimé vivre. Elle va mourir. Pardon. Alors, elle va mourir. Elle aurait bien aimé vivre. Hein? Elle aurait bien aimé vivre. Donc, ici, on voit clairement que nous avons deux propositions qui sont antinomiques, qui sont opposées l'une de l'autre. D'accord? Alors, ce sont deux expressions qui sont opposées et qui ne sont pas reliées à la même réalité, à la même chose. Hein? Elle aurait bien aimé vivre et elle aurait bien aimé mourir. Hein? Ce n'est pas une seule et même expression. Je continue donc. Donc, Antigone a levé sans étonnement ses yeux graves sur lui et lui a dit oui avec un petit sourire triste. Donc, on disait que sourire triste, c'est un oxymore. Alors, en principe, une personne qui veut épouser un homme, c'est une personne qui est amoureuse de cet homme. D'accord? C'est la normale des choses. C'est ce qui est normal. D'accord? Et quand notre amoureux nous demande notre main, on doit accueillir sa proposition avec la joie. Donc un sourire qui reflète la joie, notre bonheur. Alors que le sourire ici est triste. Donc, dans une scène ultérieure, hein, qui est la scène entre Antigone et Aimant, on ne veut pas précipiter ou anticiper les choses. Donc nous allons voir la raison ou le pourquoi de ce sourire qui est triste. On continue donc. L'orchestre attaquait une nouvelle danse. Ismène riait aux éclats, c'est-à-dire elle explosait, elle éclatait de rire. Donc ici, rire aux éclats ou exploser de rire, c'est une hyperbole. Est-ce qu'on explose vraiment de rire? Non. Hein? On riait aux éclats ou rire aux éclats, ça veut dire qu'on rit, qu'elle riait très fort. Donc ici, rire aux éclats, c'est une hyperbole. Alors, Ismène riait aux éclats là-bas, au milieu des autres garçons, et voilà, maintenant lui, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre, et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir, et on revient encore une fois au thème ou au champ lexical de la fatalité. Donc, Aimant ne sait pas que Antigone n'aura jamais de mari et qu'elle est seulement faite pour mourir. Cet homme robuste, c'est-à-dire fort, solide et résistant, aux cheveux blancs, qui médite, c'est-à-dire qui pense, qui réfléchit là, près de son page, ses crayons.
Donc le personnage suivant, c'est Créon. Créon, physiquement, est un homme robuste. C'est un homme qui est solide, de forte corpulence. Il a les cheveux blancs, ça veut dire qu'il est vieux. Et il est en train de méditer, de penser, de réfléchir à côté de son page. Alors, comment est Créon? Comment est Créon? Créon, et qui est Créon? C'est le roi. Créon est le roi. Il a des rides. Donc, ça revient à ce que nous avons dit tout à l'heure sur le fait qu'il a les cheveux blancs. Donc, il a des rides. C'est toujours le portrait physique de Créon. Il est fatigué, son portrait moral. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Hein, ça veut dire quoi, il joue au jeu difficile de conduire les hommes? Est-ce que Créon joue? Hein? Et qu'est-ce que conduire les hommes? Est-ce qu'on peut conduire les hommes? On peut conduire une voiture, mais on ne peut pas conduire les hommes. Donc, conduire les hommes ici, ça veut dire commander les hommes. D'accord? Donc, nous avons ici une métaphore. Le prologue compare le travail de roi à un jeu qui est difficile, ou le travail de roi à une personne qui est en train de conduire, un chauffeur qui conduit une voiture, par exemple. Alors, avant du temps d'Œdipe, c'est-à-dire avant du vivant d'Œdipe, quand Œdipe était vivant, quand il n'était que le premier personnage de la cour, c'est-à-dire quand Œdipe était vivant, Œdipe c'est l'ancien roi, c'est le père d'Antigone et d'Ismène. Donc c'est le roi qui est décédé. Et après qui Créon est venu. Donc avant du temps d'Œdipe, donc quand Œdipe était vivant, Créon était le premier personnage de la cour. Ça veut dire quoi, le premier personnage de la cour? C'est, si vous voulez, la deuxième autorité après Créon. Alors, il aimait la musique, les belles reliures. Les reliures sont les couvertures des livres. Les langues flâneries, c'est-à-dire les langues promenades chez les petits antiquaires de Thèbes. Les antiquaires sont des commerçants qui achètent et vendent les objets anciens et de qualité de Thèbes. Donc, nous avons dans cette phrase une figure de style qui est l'énumération. On énumère quoi? On énumère les centres d'intérêt ou les patients de Créon. On récapitule. Créon, physiquement, est un homme qui est robuste, qui est fort. Il a les cheveux blancs. Il a des rides. Moralement, Créon est comment? Il est fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Et du vivant d'Œdipe, il faisait quoi? Il aimait la musique, les belles reliures, les langues flâneries, chez les petits antiquaires de Thèbes. Maintenant, mais Œdipe et ses fils sont morts, c'est-à-dire après la mort d'Œdipe, et après la mort de ses fils aussi. Pourquoi ce détail? Parce que Œdipe n'avait pas seulement, ou n'a pas seulement des filles. Il n'a pas donné seulement naissance à Antigone et Ismène, mais il avait deux fils aussi. Et logiquement parlant, après le décès du roi, ce sont ses fils qui doivent ou reprendre le pouvoir après lui. D'accord? Donc ici, puisque les fils aussi sont morts, c'est Créon qui a été couronné ou intronisé. Donc, après la mort d'Œdipe, il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches, c'est-à-dire qu'il a relevé ses manches, et il a pris leur place. Il a pris la place d'Œdipe et de ses fils. Quelquefois, le soir, il est fatigué, et il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes. Regardez, encore une fois, on a le verbe conduire les hommes, et donc, encore une fois, on a une métaphore, c'est-à-dire qu'il compare le travail du roi, comme on l'a dit tout à l'heure, au travail d'un chauffeur qui conduit une voiture. Alors, conduire les hommes ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire commander, de diriger et de gouverner. Si cela n'est pas un office sordide, c'est-à-dire un travail, c'est-à-dire le fait de conduire les hommes n'est pas un travail, Créon se demande si le fait de conduire les hommes n'est pas un travail sordide, un travail répugnant, un travail dégoûtant. C'est un travail qui le dégoûte, c'est un travail qui ne le passionne pas, c'est un travail qu'il n'aime pas, qu'on doit laisser à d'autres
plus fruste, c'est-à-dire plus grossier, plus vulgaire. Nous avons une comparaison ici. L'outil de comparaison est plus fruste. Et puis au matin, des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre et il se lève tranquille comme un ouvrier au seuil de sa journée. Donc il se lève tranquille comme un ouvrier au seuil de sa journée. C'est une comparaison. On compare Crayon à un ouvrier au seuil de sa journée. Donc ici, seuil de sa journée. Hein, ici, nous avons une autre. Hein, je vais mettre en gras et je vais changer la couleur au seuil de sa journée. Le seuil, c'est quoi? Le seuil, c'est le pas de la porte, si vous voulez. Le pas de la porte. Hein? L'entrée de la porte. D'accord? Alors, le seuil de sa journée, c'est quoi? C'est une métaphore. Il compare le début de la journée au seuil de la journée, c'est-à-dire au pas ou à l'entrée d'une porte, d'une maison. Donc, voilà pour crayon. Alors, voilà pour crayon. Crayon. Donc, nous avons vu que ce n'est pas quelqu'un de passionné par le métier de roi. Hein, ce n'est pas quelque chose qui lui tient à cœur, ce n'est pas quelque chose qu'il aime faire, mais Crayon est une personne qui est consciencieuse, c'est-à-dire qui fait son travail sérieusement et qui remplit ses obligations avec conscience, même si c'est une chose qu'il n'aime pas faire, hein, puisque nous avons vu ses centres d'intérêt ou ses attractions au début. Donc, voilà pour Crayon. Hein, il y a un personnage que j'ai laissé exprès tout à l'heure. C'est le page, cet homme robuste qui médite là près de son page. Alors, qu'est-ce qu'un page? Je reviens sur le page pour le définir, puisqu'on n'a pas encore de portrait, son portrait ou sa présentation. Donc, le page, c'est un jeune homme ou c'est un enfant d'origine noble, affecté au service d'un roi ou d'une reine pour servir d'escorte, pour effectuer le service d'honneur et apprendre certaines fonctions civiles ou militaires. Donc, le page, c'est un jeune homme noble qui est attaché au service de Crayon, hein, pour l'accompagner, pour le suivre et pour effectuer son apprentissage, si vous voulez, son apprentissage dans la vie. La vieille dame qui tricote. Tricoter, ça veut dire faire des tricots. À côté de la nourrice qui a élevé les deux petites, c'est Eurydice, la femme de Crayon. Donc nous avons le personnage suivant. Le personnage suivant, c'est Eurydice. Qui est Eurydice? C'est la femme de Crayon et c'est la maman ou la mère d'Aimant. Comment est Eurydice physiquement? C'est une vieille dame. Elle est vieille. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle tricote. Elle tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Donc, Eurydice, la mère ou la femme de Crayon, va mourir à la fin. Elle est bonne, elle est gentille, bienfaisante, elle est digne, c'est-à-dire qu'elle inspire le respect, c'est une personne honorable. Elle est aimante, elle est tendre, elle est douce. Alors, donc, Eurydice, la femme de Crayon, elle tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Elle est bonne, digne, aimante. Donc nous avons une figure de style ici qui est l'énumération. L'énumération de quoi? L'énumération des caractères physiques, des caractéristiques morales, pardon, d'Eurydice ou de ses qualités. Hein. Ici nous avons des qualités d'Eurydice. Donc physiquement c'est une vieille dame. Moralement, elle est bonne, elle est digne, elle est aimante. Et elle est en train, elle tricote. Bien sûr, elle tricote pour qui? Elle tricote pour les pauvres. On va le voir dans une scène, encore une fois, ultérieure. Elle ne lui est d'aucun secours. Elle n'est d'aucun secours à Crayon. Elle ne peut l'aider en rien. Crayon est seul, seul. Donc ici, la répétition de seul, hein, c'est pour insister sur la solitude de Crayon. Hein. Crayon est un personnage qui est seul.
il n'est pas solitaire, il est seul. Il n'a personne pour l'épauler, il n'a personne pour l'aider. Bien sûr, à part son petit page. Donc, Crayon est seul, seul avec son petit page, qui est trop petit et qui ne peut rien non plus pour lui. Hein? Donc, le page, on en a parlé tout à l'heure. Alors, physiquement, il est petit, d'accord? Et même trop petit même. Hein? Il ne peut rien non plus pour Crayon. Ce garçon là-bas, ce garçon pâle, pardon, là-bas au fond qui rêve, adossé au mur, solitaire, c'est le messager. Alors, un garçon pâle, on passe au personnage suivant qui est le messager. Comment est le messager? C'est un garçon qui est pâle. Pâle, ça veut dire blême, ça veut dire blafard, ça veut dire c'est une personne qui est presque blanche. Hein? C'est anormal qu'une personne soit blanche. Donc pâle, c'est une personne qui est presque blanche. D'accord? On est pâle quand on est malade, ou on est pâle quand on a une mauvaise nouvelle à apprendre aux autres et qu'on ne sait pas comment la dire. D'accord? On est pâle quand on a reçu une mauvaise nouvelle aussi. Voilà. Donc ce garçon pâle, là-bas, au fond, qui rêve, donc c'est un personnage rêveur aussi, adossé au mur, c'est-à-dire appuyé contre le mur, solitaire, hein, le messager est solitaire, c'est le messager. Alors, pourquoi est-ce qu'il est pâle? Hein, peut-être que c'est parce qu'il va apporter tout à l'heure la nouvelle de la mort d'Aimant. Il est solitaire, donc c'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimant tout à l'heure. C'est pour cela qu'il est seul. C'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder, ni de se mêler aux autres. Donc ici, nous avons le portrait moral. Il sait déjà, et les 3 points de suspension, hein, il sait déjà quoi? Il sait déjà que ce qui va se passer à Aimant. Donc, on ne veut pas dire, le prologue ne veut pas dire. Ici, il ne termine pas sa phrase. Enfin, les 3 hommes rougeaux. Rougeaux, ça veut dire qu'ils ont le visage rouge. Les 3 hommes rougeaux qui jouent aux cartes, leur chapeau sur la nuque. Ce sont, alors ils jouent aux cartes. Bref, c'est pas grave. Ils jouent aux cartes, leur chapeau sur la nuque. Ce sont les gardes. Donc les gardes, hein, ils sont comment physiquement? Ils sont rougeaux. Ils portent leur chapeau sur leur nuque. La nuque, c'est la partie arrière du cou. Donc, ce sont les gardes. Ce ne sont pas de mauvais bougres. Hein. Ça veut dire quoi? Des bougres. Ce ne sont pas de mauvais individus, de mauvaises personnes. Donc, ici, ce ne sont pas de mauvais bougres, c'est une litote. Hein, la figure de style ici, c'est la litote. En quoi consiste la litote? La litote, c'est le fait de dire le moins pour exprimer le plus. D'accord? La litote, c'est une figure d'atténuation. C'est-à-dire que au lieu d'utiliser un mot, le mot exact, on le remplace par une autre expression ou un autre mot, d'accord, qui est encadré par le ne pas. Regardez, hein, ce ne sont, nous avons la négation. Ce ne sont pas, d'accord, de mauvais bougres. Donc, ce ne sont pas de mauvais bougres, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont bonnes, hein, des individus qui sont bien. Hein, donc, c'est ce qu'on veut dire par la litote. Donc, ce ne sont pas de mauvais bougres, ils ont des femmes, ils ont des enfants et des petits ennuis comme tout le monde. Donc, ici, nous avons une énumération encore. Ils ont des femmes, des enfants et des petits ennuis comme tout le monde. Là, une comparaison, l'outil de comparaison est comme. Mais ils vous empoigneront, c'est-à-dire ils vous attraperont les accusés le plus tranquillement du monde. Dans cette phrase, nous avons une comparaison. Hein? Et l'outil de comparaison, c'est le plus, c'est un superlatif. Le plus tranquillement du monde tout à l'heure.
ils sentent l'ail, le cuir, le vin rouge. Et là encore, nous avons une énumération. Énumération des odeurs qui émanent des gardes. Voilà, les odeurs que le corps des gardes exhale, si vous voulez. Ils sentent l'ail, le cuir et le vin rouge. Et ils sont dépourvus de toute imagination. Ils n'ont aucune imagination. Ce sont les auxiliaires, c'est-à-dire les collaborateurs, toujours innocents et toujours satisfaits, c'est-à-dire toujours contents d'eux-mêmes, de la justice. C'est normal. Ils sont innocents parce qu'ils ne font que leur travail, ils ne font rien de mal. Et ils sont contents d'eux-mêmes parce qu'ils font leur travail correctement. D'accord? Ils appliquent les règles. Donc, toujours contents d'eux-mêmes, de la justice. Encore une fois, nous avons la répétition de toujours, toujours. La répétition a pour effet l'insistance de la justice. Pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef de Thèbes, du moment daté, c'est-à-dire qui est nommé, qui est couronné, qui est élu, qui est choisi selon les règles, leur ordonne de l'arrêter à son tour. Donc, en attendant qu'un nouveau chef de Thèbes leur ordonne de l'arrêter, le L renvoie à qui ici? L'arrêter, c'est-à-dire d'arrêter Créon. De l'arrêter renvoie à Créon. Leur ordonne de l'arrêter à son tour. Ce sont les auxiliaires de la justice de Créon. Donc le rôle des gardes ici, ce sont les auxiliaires de la justice. Ils travaillent pour la justice. Ou ce sont les associés, si vous voulez, de la justice de Créon. Donc, on récapitule ce que nous avons dit sur les gardes. Les gardes, ce sont physiquement des hommes rougeaux, des hommes qui ont leur chapeau sur la nuque, et moralement, ce sont des personnes, ce ne sont pas de mauvais bougres, ils ont des femmes, des enfants, des petits ennuyés comme tout le monde, c'est-à-dire ils ont une famille, et ce sont des personnes qui appliquent la loi et que leur fidélité à Créon n'est pas due n'est pas personnelle, si vous voulez. Ils ne lui sont pas fidèles pour lui-même, pour sa personne, mais ils lui sont fidèles parce que c'est le roi. D'accord? Une fois qu'il ne sera plus roi, ils porteront allégeance ou ils tourneront leur fidélité envers le nouveau roi. Donc, cette première partie qui est la présentation des personnages est terminée. Donc, dans cette première partie, le prologue a présenté les personnages qui vont jouer la pièce d'Antigone. Et maintenant que vous les connaissez tous, encore une fois, le prologue s'adresse aux spectateurs. Donc, tout à l'heure, nous avons vu qu'il avait utilisé le nous. D'accord? Donc, dans le nous, il y avait le prologue et les spectateurs ou les lecteurs, qui sont les spectateurs de la pièce, ou même le lecteur dont on fait partie nous aussi. Maintenant, il s'adresse au public ou au lecteur. Et maintenant que vous les connaissez tous, c'est-à-dire que maintenant, il a fini son premier travail, qui est la présentation des personnages, et les lecteurs ou les spectateurs connaissent tous les personnages qui vont jouer la pièce et qui vont rentrer sur scène. Maintenant, donc, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Ces personnages vont pouvoir jouer leur histoire. Quand est-ce que commence l'histoire? C'est-à-dire l'histoire d'Antigone. Elle commence au moment où les deux fils d'Œdipe, Éthéocle et Polynice. Donc, nous avons vu Œdipe tout à l'heure. Œdipe, c'est l'ancien roi, d'accord? C'est le père d'Ismène et d'Antigone. Et donc, ici, on apprend les noms de leurs deux frères. Donc, Œdipe, c'est leur père, et Éthéocle et Polynice, ce sont leurs frères. Est-ce qu'ils sont toujours vivants? Non. On l'a déjà appris aussi tout à l'heure. Œdipe et ses fils, Éthéocle et Polynice, sont morts. Donc,
L'histoire commence au moment où les deux fils d'Œdipe, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes un an chacun à tour de rôle. Ah, c'est normal, on l'a dit encore une fois tout à l'heure. Œdipe, ou après la mort d'Œdipe, légalement ou normalement, qui devait reprendre le pouvoir après lui, ce sont ses deux fils. D'accord? Alors, qu'est-ce qui a été décidé pour les deux fils? Il a été décidé que les deux fils devaient régner sur Thèbes, ou qu'ils règnent sur Thèbes un an chacun à tour de rôle. C'est-à-dire que Éthéocle allait régner une année, d'accord? Il allait conduire aussi le peuple de Thèbes, si vous voulez, ou commander une année. Et au terme de cette année, c'est-à-dire à la fin de cette année, il devait donner le pouvoir à son frère. Et ainsi de suite. Encore une fois, au terme de cette deuxième année, Polynice devrait rendre le pouvoir à Éthéocle, etc. Donc, elle commence au moment où les deux fils d'Œdipe, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes un an chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués sous les murs de la ville. Hein? Éthéocle l'aîné, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Éthéocle a régné la première année. D'accord? Il a commandé les hommes, si vous voulez, la première année. Et donc, au terme de la première année, c'est-à-dire quand la première année s'est terminée, il devait rendre le pouvoir à son frère. Donc, il devait régner par alternance. Il devait rendre, ou donner, ou céder, ou laisser le pouvoir, ou la place, ou le trône à son frère, qui est Polynice. Mais est-ce qu'Éthéocle lui a laissé la place? Non. Éthéocle a refusé de laisser la place. Est-ce que Polynice s'est laissé faire? Est-ce qu'il a capitulé devant la décision de son frère? Est-ce qu'il a laissé son frère régner cette deuxième année? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rallié, ou il s'est allié à 7 grands princes étrangers, hein, qu'il avait gagné à sa cause, c'est-à-dire qu'il avait convaincu de l'aider. Gagné à sa cause, c'est-à-dire il les avait convaincus de l'aider. D'accord? Alors, gagner à sa cause, c'est-à-dire qu'il les avait convaincus de l'aider. Il les avait convaincus que c'est lui qui avait raison, qu'il avait raison, et les 7 princes étrangers ont accepté de l'aider. Donc, Polynice s'est rallié à ces 7 grands princes étrangers, d'accord? Et ils ont été tous défaits devant les 7 portes de Thèbes. Ils ont tous été défaits ou battus devant les 7 grandes portes de Thèbes. Les 7 portes de Thèbes, ça veut dire qu'ils ont perdu la guerre, hein, contre Éthéocle. Maintenant, la ville est sauvée. Les 2 frères ennemis sont morts. Alors, 2 frères, normalement, ne doivent pas être ennemis. D'accord? Au contraire, les frères doivent être solidaires, ils doivent être soudés, ils doivent être associés contre les autres, contre la menace extérieure. Mais ici, les 2 frères sont ennemis. D'accord? Nous avons 2 mots opposés qui sont juxtaposés dans une expression des frères ennemis et qui renvoient à la même réalité. Qui sont ennemis? Ce sont les frères. D'accord? Ennemi, c'est un adjectif qui renvoie aux frères, comme nous avons vu tout à l'heure, sourire triste. Donc, c'est un oxymore. Donc, les 2 frères ennemis sont morts et Créon, le roi, a ordonné qu'à Éthéocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, c'est-à-dire des funérailles grandioses, des funérailles dignes d'un roi ou dignes du roi qu'il était. Les funérailles, ce sont des cérémonies qui accompagnent l'enterrement d'une personne.
mais que Polynice, le vaurien, c'est un jeune voyou, le révolté, c'est-à-dire l'agitateur, le rebelle, euh, euh, le semeur de troubles, si vous voulez, de désordre, et le, le voyou, le hors-la-loi, le malfaiteur. Alors, ici, nous avons une figure de style. Alors, c'est plutôt une gradation. C'est plutôt une gradation, puisqu'un voyou, un vaurien, c'est un jeune voyou. Hein, c'est un jeune malfaiteur, si vous voulez. Un révolté, c'est plus qu'un malfaiteur. C'est une personne qui sème le trouble, qui sème le désordre. C'est un anarchiste. C'est une personne qui est dangereuse pour le pouvoir, si vous voulez. Et le voyou, c'est-à-dire un bandit, un malfrat, un malfaiteur ou un criminel. Donc nous avons ici une gradation. Donc, maintenant la ville est sauvée, les deux frères ennemis sont morts, et Créon, le roi, a ordonné qu'à Éthéocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture, c'est-à-dire que les habitants de Thèbes, où personne n'avait le droit de le pleurer, ou de pleurer sa mort, et il n'avait pas le droit à un tombeau ou à une tombe, il n'avait pas le droit à être enterré. La proie des corbeaux et des chacals, la proie c'est-à-dire la victime, des corbeaux et des chacals. Les corbeaux, ce sont des vautours, hein, ce sont des oiseaux, des oiseaux qui se nourrissent des charogners. Et les chacals, ce sont des animaux qui se nourrissent aussi des charognes. Qu'est-ce que les charognes? Ce sont les dépouilles ou les corps des bêtes mortes. Des bêtes qui sont mortes, pardon. Donc ce sont des charognards. Donc ici, corbeau et chacal, c'est le champ lexical des charognards. D'accord? C'est-à-dire les animaux ou les vautours sauvages qui se nourrissent des charognes, qui sont les corps des bêtes mortes. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. C'est-à-dire quiconque osera l'enterrer sera impitoyablement puni de mort. Et donc ici nous avons, dans toute cette partie, nous avons le champ lexical de la mort. Alors, nous avons, on revient depuis le début pour chercher ce champ lexical. Donc, qu'est-ce que nous avons? Mort, l'adjectif mort. Nous avons funérailles, qui est la cérémonie qui accompagne l'enterrement. Nous avons pleurs aussi, puisqu'une personne, quand une personne que nous aimons meurt, on la pleure. Nous avons sépulture, qui est la tombe ou le tombeau ou le caveau même. Nous avons les charognards. Voilà. Donc c'est le champ lexical de la mort. Alors, qu'est-ce que nous avons dans cette partie? Ou qu'a fait le prologue dans cette partie? Ou quelle est l'histoire qui a précédé, ou qui a donné naissance à l'histoire d'Antigone? D'accord? Donc, leur histoire. Ils vont vous jouer leur histoire. C'est-à-dire l'histoire d'Antigone. L'histoire d'Antigone. Alors, leur histoire. Nous avons ici, elle commence au moment où les deux fils. Ça veut dire que le prologue va nous donner quoi? Il va nous donner les événements qui ont précédé l'histoire, ou les événements qui ont donné naissance à l'histoire. Pardon, j'aurais dû écrire ici et pas là. J'aurais dû écrire après. Elle commence. Donc,
leur histoire. Elle commence. Donc, ça veut dire que l'histoire vient après ces événements importants. Hein? Quels sont ces événements importants qui ont précédé l'histoire et qui ont donné naissance à l'histoire d'Antigone, hein? L'histoire d'Antigone, hein? C'est la mort d'Éthéocle et Polynice, après qu'ils se sont battus et entretués, et l'intronisation ou le couronnement de Créon, qui a pris la décision ou qui a donné la décision d'enterrer Éthéocle et de laisser la dépouille ou le corps de Polynice sans pleurs et sans sépulture. Voilà. Donc, le prologue a présenté le lieu aussi, hein, qui est Thèbes. Il a présenté le temps, qui est l'Antiquité grecque. Et il a présenté les événements qui ont précédé et donné naissance à l'histoire. Donc, nous avons ici sept grands princes ont été défaits et devant les 7 grandes portes de Thèbes. Donc, nous avons ici Thèbes, qui est Thèbes. Je ne sais pas quelle couleur je vais choisir. Voilà. Thèbes qui est le lieu de l'histoire. D'accord? Lieu. Et bien sûr, Thèbes. Bien sûr, pardon. Le temps, c'est l'Antiquité grecque. Voilà. Donc, le prologue a présenté le lieu, il a présenté le temps, et il a présenté les événements qui ont donné naissance à Antigone. Quels sont ces événements qui ont donné naissance à Antigone? C'est la mort des 2 fils d'Œdipe et le couronnement de Créon qui a fait, ou qui a décidé, qui a ordonné, qui a décidé, ou il a fait, hein, pourquoi pas. Il a fait puisque l'action est passée. Donc, qui a fait d'imposantes funérailles à Éthéocle, considéré comme étant le bon frère, hein, et qui est le frère aîné d'Antigone, et a ordonné qu'on laisse la dépouille de Polynice sans sépulture. Créon, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Ou comment est-ce qu'on peut expliquer le geste de Créon? Hein? On l'explique pardon. Donc, Créon, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu donner, l'exemple. Hein? Il a voulu donner l'exemple. Ça veut dire quoi, donner l'exemple? Hein? Donc, il a décidé, Créon a décidé, hein, que quiconque, ou a décrété, que quiconque, c'est-à-dire n'importe quelle personne qui osera défier sa loi et enterrer le corps de Polynice sera condamné à mort. D'accord? Donc, pourquoi ce châtiment terrible? D'accord? Pourquoi cette punition terrible? Pourquoi? C'est pour donner l'exemple, pour faire peur, hein, à quiconque, je vais réutiliser le mot, à quiconque oserait ou serait tenté de faire, serait tenté d'enterrer Polynice et de braver et défier sa loi ou son édit. D'accord? Comme exactement
la même chose que nous avons vu dans le dernier jour d'un condamné. D'accord? Les arguments pour la peine de mort. Hein? Donc, quels sont les arguments pour la peine de mort? C'est donner l'exemple, c'est-à-dire effrayer, faire peur. Faire peur, hein? Par l'histoire ou par le sort du condamné à mort, effrayer les autres personnes qui seront tentées de faire la même chose que lui. Donc c'est exactement la même chose que veut faire Créon ici. Il veut faire peur aux personnes qui oseraient enterrer Polynice. Donc ces révélations, c'est-à-dire les informations que nous a donné le prologue dans cette deuxième partie, donc nous avons vu que cette scène du prologue peut être divisée en deux parties. Dans la première partie, il a présenté les personnages et dans la deuxième partie, il a présenté le lieu, le cadre spatio-temporel, donc l'espace qui est le lieu et le temps temporel et les actions qui ont donné naissance à Antigone. Alors, ces révélations, c'est-à-dire ces informations qu'il nous a données sur le décès des deux frères d'Antigone et sur son frère Éthéocle qui va être enterré et sur Polynice qui sera laissé sans sépulture, ces révélations jouent un rôle très important pour la compréhension de l'histoire. Pourquoi est-ce que ces informations jouent un rôle très important pour la compréhension de l'histoire? Hein? Ces informations sont importantes parce qu'elles vont donner toute sa signification à l'entrée d'Antigone en scène. Hein? Antigone ne va décider d'entrer en scène ou ne va décider d'agir pour enterrer son frère que parce que, selon les croyances des Thébains qui sont les habitants de Thèbes, hein, l'âme de ceux qu'on n'enterre pas erre éternellement sans jamais trouver le repos. C'est-à-dire que les personnes qu'on n'enterre pas, hein, leur âme ne trouvera jamais le repos. Elle ne se reposera jamais. Donc à partir de là, et par amour pour son frère, par devoir aussi pour d'autres raisons, Antigone va décider d'agir et d'enterrer son frère. Et c'est à partir de là que va commencer l'histoire d'Antigone. Voilà, donc j'ai terminé cette lecture et cette analyse du prologue, qui est la première scène d'Antigone. Donc, quel est le genre de ce texte? Le genre de ce texte, hein, nous l'avons vu quand nous avons vu les éléments biographiques ou les approches externes de l'œuvre. Alors, quel est le genre de ce texte? Hein, je vais agrandir. Voilà. Alors, quel est le genre de ce texte? C'est une tragédie moderne. Le type de ce texte, c'est quoi? Donc, qu'a fait le prologue dans le texte? Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il nous a présenté les personnages. Comment est-ce qu'il les a présentés? Il nous a donné des informations sur eux. Il les a décrits. Donc, c'est un texte informatif, d'une part, puisqu'il a donné des informations. Il nous a donné des informations sur les personnages, des informations sur le cadre spatio-temporel. Il nous a donné des informations sur les événements qui ont précédé l'histoire. Et donc, c'est un texte informatif. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a décrit les personnages. Nous avons vu qu'il a dressé le portrait physique et moral des personnages. Donc, le texte informatif, c'est un texte aussi descriptif, puisque, comme on l'a dit, il a décrit les personnages. Et enfin, dans la dernière partie, il nous a raconté les événements qui ont précédé l'histoire. Il nous a raconté. Donc, c'est un texte narratif. Voilà. Identifier la situation d'énonciation, donc qui parle, c'est le prologue.
c'est le prologue. À qui est-ce qu'il parle? Il parle au public ou aux spectateurs. Public, spectateur, lecteur, à nous. Pour justifier votre réponse, relevez 2 indices d'énonciation qui le montrent, c'est-à-dire qui montrent que le prologue parle au public ou au lecteur ou au spectateur. Donc nous avons vu tout à l'heure 2 indices. Quels sont ces 2 indices? Nous avons vu le pronom personnel nous, qui renvoie au prologue et au public, et nous avons le pronom personnel, nous avons vu le pronom personnel vous. Donc, quand est-ce que le prologue prend la parole, c'est-à-dire quand est-ce qu'il parle? Il parle avant le lever du rideau. Pardon. Après. Avant le lever du rideau. Donc, où est-ce qu'il est? Où est le prologue? Il est sur scène. Donc ici, il est sur scène. Hein, vous devez faire attention. Donc ici, le lieu, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Hein, je vous ai parlé de la différence entre le lieu. On cherche à voir ici le lieu scénique, c'est-à-dire le lieu où se fait la représentation d'Antigone. Hein? Donc, nous avons vu, c'est-à-dire le théâtre. Alors, pourquoi est-ce qu'il parle? Pourquoi est-ce qu'il parle? Il parle alors lieu scénique, c'est-à-dire le lieu où est joué Antigone, c'est normal, dans une salle de théâtre. Le lieu scénique. Alors le où, attention, lieu scénique, le théâtre ou la salle de théâtre. Pourquoi? Donc pourquoi est-ce qu'il parle? Pourquoi? C'est-à-dire, quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il veut faire? Hein? Pour présenter les personnages et le cadre spatio-temporel. Donc le cadre spatio-temporel ici, c'est l'espace et le temps. L'espace et le temps. Alors, quel est donc pour présenter les personnages, j'ai oublié un détail, le cadre spatio-temporel et les événements qui ont précédé l'histoire. Bien sûr, l'histoire. Quelle histoire? L'histoire d'Antigone. Hein, les événements qui ont précédé l'histoire d'Antigone. Autant d'éléments qui donnent un sens à l'entrée d'Antigone sur scène. Quel niveau ou quel registre de langue utilise le prologue? Le prologue utilise le registre de langue courant. Il utilise le registre de langue
courant. Hein? Il a utilisé, je pense, un seul mot familier qui est noirotte. Ou c'est un mot péjoratif. Donc le registre littéraire, le registre de langue, ou le niveau registre, ou le niveau de langue courant. On arrive à la situation du passage. Hein? C'est une chose qu'on vous demande aussi des fois à l'examen régional. Donc, comment est-ce qu'on fait pour situer un passage dans l'œuvre? On situe par rapport aux événements précédents et des fois par rapport aux événements suivants. D'accord? Qui vont suivre. Donc ici, on ne peut pas faire la situation de cette manière. Pourquoi? Parce que le prologue, c'est la première scène d'Antigone. Donc il n'y a rien avant. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on va situer? Il s'agit de la première scène d'Antigone. Le prologue va présenter tous les personnages qui vont jouer la pièce et le cadre spatio-temporel. Voilà. Donc, les hypothèses de lecture, quel est le rôle du prologue, les informations qu'il donne, et quelle modernité apporte-t-il? Quels sont? Nous avons dit, encore une fois, je le rappelle, dans les approches externes de l'œuvre, que Jean Anouilh a repris la pièce de Sophocle, c'est-à-dire que Anouilh n'est pas le vrai ou le premier écrivain ou dramaturge qui a écrit Antigone. Antigone est une œuvre qui a été écrite avant lui par Sophocle. D'accord? Donc, Sophocle, c'est un écrivain grec. C'est un écrivain grec de l'Antiquité grecque. Donc, Anouilh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris la pièce de Sophocle et il l'a transformée, il l'a modernisée de manière à l'adapter à son temps. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on va y trouver des éléments, d'accord, qui n'appartiennent pas ou qui n'appartenaient pas, qui n'existaient pas dans l'Antiquité grecque. D'accord? Hein? On va voir quels sont ces éléments. Hein? Ces éléments s'appellent des anachronismes. Voilà, je vais agrandir. Je vais agrandir. Voilà. Donc, qu'est-ce que les anachronismes? L'histoire d'Antigone, comme je viens de dire, se déroule dans les temps lointains de l'Antiquité grecque. Quand Jean Anouilh a modernisé la pièce, quand il a repris la pièce de Sophocle et l'a transformée, il y a intégré, c'est-à-dire qu'il a intégré dans la pièce des éléments qui n'existaient pas à l'époque de l'histoire, c'est-à-dire dans l'Antiquité grecque. Ces éléments sont ce qu'on appelle les anachronismes. L'Antiquité grecque. Donc, c'est ce qu'on appelle les anachronismes. Alors, dans le prologue ou dans Antigone en général, il y a beaucoup d'anachronismes. Il y a les jeux de cartes qui n'existaient pas encore, qui n'avaient pas été inventés. Il y a les chapeaux aussi, à cette époque-là, il y avait les casques. Il n'y avait pas d'orchestre, il n'y avait pas de bal. Les tricots, les aiguilles pour tricoter n'existaient pas, etc. Le rouge à lèvres non plus, etc. Voilà. Donc, je termine sur cette lecture de la première scène d'Antigone. J'espère que vous avez bien compris le contenu de cette première scène et que vous avez assimilé tout ce que j'ai dit. Voilà, je vous remercie pour votre patience et vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo sur la scène numéro 2 d'Antigone. Au revoir et bon courage.